Bonsoir à tous. Equinox Soir. Il était un peu plus de 23 heures hier lorsqu'un véhicule de type pick-up, double cabine de la gendarmerie nationale, se pointe à l'entrée du pénitencier de Nouvelle dans le 2e arrondissement de Douala. Il déverse tout de suite une cargaison étrange, humaine, constituée de Pandore, armée jusqu'aux dents, mais aussi de Mimi Mefo Takambou. Les 2 points vissés par des menottes. La rédactrice en chef, chargée du desk anglophone Equinox Télévision et Radio, s'apprête ainsi à retrouver un nouveau local, parce que la lourde machine judiciaire vient de la frapper au travers d'un mandat de dépôt pour propagation de fausses nouvelles, cybercriminalité et peu avant son incarcération pour atteinte à la sûreté de l'État. Combien d'autres journalistes avant elle, parmi lesquels Joseph Olinga du quotidien Le Messager, une espèce d'épée de Damoclès pèse désormais sur la presse privée au Cameroun. Liberté de la presse, sale temps pour la presse privée. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Liberté de la presse, sale temps pour la presse privée. Pour en parler, je suis avec Alain Djipou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autour. Merci pour l'invitation. Je fais un coucou à tous les ouvriers de la plume qui sont aujourd'hui face à leur destin, qui sont aujourd'hui malmenés par une situation qu'on aurait pu éviter. Et c'est tant pis pour un pays qui écrit en de lettres pas du tout gaies, l'histoire qui retiendra effectivement que de plus en plus la liberté de la presse est en net recul et tout est fait pour que la clochardisation déjà, qui est le lot quotidien, n'est-ce pas, de ces ouvriers de la plume, soit maintenant relayée soit remplacée par d'autres méthodes dictatoriales qui visent tout simplement à museler les hommes de médias que nous sommes. Donc je voudrais avoir modestement une pensée pieuse pour notre consoeur Mimi qui se trouve à Nouvelle, comme vous l'avez dit dans votre excellent papier introductif. Je voudrais avoir également un regard ému pour tous ceux qui sont aujourd'hui en bisbille avec la justice, notamment mon collègue Joseph Olinga, qui, au niveau de Bafoussam, a maille à partir avec des Pandores qui veulent tout simplement le réduire au silence et l'empêcher d'exercer le plus beau métier du monde qu'il aura choisi. Donc, tout cela... Pour finir, je voudrais dire modestement un bonsoir à tous nos téléspectateurs et merci pour l'invitation une fois de plus. Ok, vous êtes journaliste et surtout conseiller du directeur de la publication du quotidien Le Messager. Exactement. Voilà, sur ce plateau également, Mathieu Nathanaël Diop, bonsoir. Bonsoir, autour. Voilà, vous êtes syndicaliste, journaliste, syndicaliste, il faut le dire, secrétaire général, bureau exécutif national du syndicat national des journalistes du Cameroun. Tout à fait. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà, Paul-Joël Campion, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autour. Vous êtes data journaliste, c'est bien ça? Je suis data journaliste, effectivement. Et je voudrais dire, comme les précédents orateurs, je veux porter le deuil de la presse. Il y a quelque temps, un candidat à la présidentielle parlait de la mort de la démocratie. Et je crois qu'on assiste depuis quelque temps aux violations flagrantes, répétitives et sauvages des libertés publiques. Et la liberté de la presse rentre dans ce lot depuis quelque temps. Et c'est avec beaucoup de tristesse que nous allons parler de cela ce soir. Ok, merci Paul-Joël Campion. Last but not least, on va le dire ainsi, Sylvestre Hippolyte Zangaou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à nos chers téléspectateurs sur Equinox Télévision. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous les retrouvons ce soir sur votre plateau Equinox Soir. Ils comprendront la tonalité que nous pouvons tous avoir sur ce plateau. C'est parce que nous sommes dans le cours des événements que personne ne voudrait plus jamais vivre dans un pays que ce soit. Vous voyez comment est-ce que je suis vêtu ce soir, un costume de couleur noire. Mais à l'intérieur, il y a ces couleurs que sont le bleu et le blanc, qui symbolisent la détermination d'une corporation
qui veut et sait qu'elle survivra à tout ce qu'on veut lui faire subir. Quand je dis ça, je voudrais, de là où elle se trouve, réitérer ma solidarité à ma collègue, Mimi Mefo, dont nous avons vécu personnellement le triste film des événements qui l'ont conduit là où il se trouve depuis hier. Okay. On aura certainement l'occasion d'en parler. Voilà, vous êtes journaliste à la rédaction centrale Equinox Télévision et Radio. Bien évidemment. Bienvenue, Sylvain. Vous avez parlé du film. Sylvain Hippolyte Zangaro, dites-moi, vous étiez à la Légion de gendarmerie hier. Racontez-nous donc, on va l'appeler comme ça, cette folle journée de Mimi Mefo Takambo. Une folle journée qui s'est déroulée en plusieurs phases. D'abord, dans un climat de sérénité, parce que lorsque nous apprenons en fin de semaine dernière que notre collègue est convoqué à la Légion de gendarmerie du littoral et que finalement, suite à la demande de ses avocats, des avocats constitués par Equinox Télévision et Syndicat national journaliste du Cameroun, finalement que c'était hier qu'elle devait passer rencontrer le colonel commandant en second de la Légion de gendarmerie du littoral. C'était prévu à 14h. Alors, étant sur le terrain, nous y sommes arrivés, je vais parler de moi personnellement, autour de 16h. Et ayant trouvé des confrères, Mathieu Nathanaël, les collègues, tout le monde était là. Elle était convoquée à 14h. Elle était convoquée à 14h. Oui. Personnellement, je suis arrivé autour de 16h30. J'ai trouvé les confrères à l'extérieur, ses avocats également. Elle était dans solidarité, le bureau. Hein, solidarité. Vraiment, je voulais saluer cette forte mobilisation qu'on a vue hier, et que ce soit du corps judiciaire, en tout cas précisément les avocats, également la presse qui s'est mobilisée. Il n'y avait pas que ses collègues d'Equinox Télévision. Tout le monde s'est senti le besoin d'aller la soutenir. Autour de 17h, on se rend compte que les choses ne font que traîner. C'est alors que presque tout le collège d'avocats, à l'exception de Maître Alice Com, qui est resté sur place avec elle dans le bureau du commandant en second de la Légion de gendarmerie, les autres avocats sont sortis. On a senti alors qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils ne nous ont pas caché que les événements sont en train de prendre une tournure qu'ils ne comprennent pas. Ils nous ont clairement fait savoir qu'on n'était plus là dans le cadre du droit. Mais certains n'ont même pas caché que pour eux, ça commençait à relever de la sorcellerie. La plus sorcellerie, c'est qu'ils voient, qu'ils démontrent par A plus B que cette dame, premièrement, sur sa convocation, où figurait comme chef d'accusation cybercriminalité et propagation de fausses nouvelles, déjà, ce n'est pas au niveau d'une juridiction militaire qu'elle devait se retrouver, mais ça relève du civil. Et puis, les peines, et puis les griefs, maximum, c'est 2 ans d'emprisonnement, 6 mois, 2 mois d'emprisonnement ferme. Et en plus, Mimi Mefo avait des représentations, il y avait des avocats, on sait où elle vit, on sait où elle travaille, c'est un personnage public. On sait où Mimi Mefo travaille, on sait où elle habite, donc elle est localisable. Autour de 18h, 19h, ça traîne. Après, les avocats viennent nous faire comprendre que on a initié une garde à vue qui a été saisie et qu'on voulait la le faire signer. Les avocats lui ont bien évidemment demandé de ne pas le faire, puisqu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elle devait le faire. Autour de 19h, on apprend qu'elle doit être déférée par devant le commissaire du gouvernement. Les choses ont encore traîné. Finalement, nous sommes allés autour de 20h30. Arrivés là-bas, elle et ses avocats, ils sont allés ils ont d'abord attendu au niveau du secrétariat du commissaire du gouvernement, qui était à l'intérieur, qui a fait près d'1 heure de temps. Et finalement, Mimi et ses avocats s'y sont introduits. 30 minutes après que l'audition de Mimi par le commissaire du gouvernement est commencée, nous qui étions à l'extérieur, Mathieu Nathanaël, les collègues, les confrères et d'autres avocats, on voit un pick-up de la gendarmerie qui débarque avec près de 6 éléments armés. Moi, je n'ai rien compris. Bon, je me suis d'abord dit, comme c'est un tribunal militaire, peut-être il y avait une audience avant et il y avait peut-être des bandits de grand chemin qui ont été interpellés, qui sont quelque part et c'est eux qu'on est venu chercher. C'est alors qu'un avocat vient vers moi personnellement et il me dit, attention, je suis en train d'identifier là le commandant de la brigade de gendarmerie de Nubel. Et étant habitué à ce tribunal militaire, je sais que quand ils arrivent, c'est directement pour Nubel. Donc s'ils sont là pour Mimi, mon cher, ça ne sent pas bon. Ils sont arrivés, le commandant
est entré dans le secrétariat du commissaire du gouvernement. 4 de ces éléments sont restés pas loin de nous avec leurs armes. Hein. Les armes étaient vraiment mises en évidence. Une trentaine de minutes après, les avocats sortent, l'air abattu, qui ne comprennent plus ce qu'il se passe. Maître Alice, comme personnellement, n'a pas caché au-delà de 50 ans d'exercice du métier de la profession d'avocat, ces dernières années, elle s'est difficilement retrouvée face à une telle situation où on piétine le droit. Mais Mimefo est sortie, nous retrouver, elle nous dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe, ils veulent me faire signer un mandat de dépôt directement pour Nubel. C'est alors qu'elle rentre à nouveau avec les avocats, et puis, un quart d'heure après, Mimefo ressort, les bras comme ceci, avec des menottes. Scandalisé, à un moment donné, j'ai failli me couler parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand vous côtoyez, pendant pratiquement une dizaine d'années, une collègue dont vous mesurez le niveau de professionnalisme, parce qu'elle a toujours exercé avec professionnalisme. Il faut rappeler que Mimefo est l'une des rares, si ce n'est la seule journaliste au féminin, à avoir foulé le théâtre des opérations au cœur même de la crise anglophone, qui a rendu compte, avec une totale impartialité des événements, elle a rendu fidèlement compte avec une froideur, vu et entendu strictement ce qu'elle voyait sur le terrain. Ce n'est pas au lendemain de ça que Mimefo deviendra l'ennemi de la nation camerounaise qui lui a tout donné, cette nation où elle est née, cette nation où elle a fait ses études, cette nation où elle exerce sa profession de journaliste. Et nous sommes partis donc de là, on a tous tenu à l'accompagner au niveau de la prison centrale de Nubel. Mais arrivé menotté, on a trouvé qu'elle était déjà devant les geôliers parce que le pick-up de la gendarmerie à bord duquel elle était en avance. Nous sommes arrivés, on a trouvé qu'elle était devant les geôliers pour les formalités appropriées. Le régisseur est venu vers nous avec les sirènes, il nous a rassuré que, parce que le but pour nous c'était de s'assurer quand même qu'on allait la traiter de manière décente, avec son rang et sa qualité de journaliste. Le régisseur nous a rassuré que tout allait aller et tout et tout. Étant abattu, j'ai subitement changé d'air. Quand ma collègue est venue vers moi avec ce grand sourire, ce sourire de professionnel, ce sourire de journaliste, au lieu que ce soit nous parfois qui la réconfortions, c'est mieux que nous réconforter avec son sourire. Et ce sourire, moi personnellement, m'a permis de comprendre une chose, c'est que la presse restera forte dans ce pays. Au début des années 80, 90, ils sont nombreux, qu'on pourrait citer. Pius Ndiaye, Arrête Koué, Séverin Tchunko, David Nou, ils sont nombreux sur qui on a marché. Okay. Aujourd'hui, il y a cette génération aujourd'hui qui est là, qui essaie de relever ce pays, sur laquelle également on est en train de vouloir marcher. Qui aime ce pays plus que qui? Si ce ne sont des journalistes qui veulent que ce pays soit prospère. Je vous prends l'exemple, Serge Alain Autou, avant que vous ne passiez la parole peut-être à quelqu'un d'autre. C'est vous qui modérez votre plateau. Oui. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations que nous nous apprêtons à organiser est attribuée au Cameroun depuis 2014, tout le monde voit que les choses n'avancent pas. C'est la presse qui se met en évidence pour attirer l'attention de tout le monde que mais les choses ne sont pas en train d'avancer. Et le président de la Confédération africaine de football, quand il est au Burkina Faso, il vous dit que c'est sur la base de ce que la presse camerounaise révèle. Et qui n'est pas faux, parce que ces émissaires sont venus au Cameroun. Ils ont constaté que ce que la presse camerounaise disait n'était pas faux. Mais que certains ont cru mettre cette presse en procès en disant que les journalistes n'étaient plus des patriotes, parce qu'ils disent la vérité. Dire que les choses n'avancent pas, c'est qu'on n'aime pas un pays. La preuve, ça fait bouger les choses après. La preuve, le premier des Camerounais, quel président de la République, a fait une sortie, pour dire et rassurer tout le monde qu'il prenait désormais personnellement l'affaire à main et que le Cameroun allait avoir sa canne. Okay. C'est grâce à qui? Ce n'est pas la presse camerounaise, ce n'est pas grâce aux journalistes. Merci Sylvestre, on va se calmer un tout petit peu. Merci, je comprends votre émotion. Paul Joël Kamcha, vous voyez la célérité avec laquelle les choses se sont déroulées hier. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi Mimefo a été, on va le dire comme ça, hein, on ne va pas mettre les gants, embastillé le jour de sa convocation? Vous comprenez ça?
Vous parlez de célérité, mais vous voulez me faire dire en réalité le scénario qu'il y a eu autour, parce que tel que ça a été expliqué, l'ensemble de la documentation que j'ai pu accéder au courant de la journée, les confrères, les spécialistes en question d'accès à l'information, de manipulation de l'information, les avocats, les grands juristes. Je lisais il y a juste quelques instants le docteur Ampère Simon, qui est l'un des meilleurs experts en matière du droit des médias au Cameroun. Je puis vous dire qu'à la lecture de tout cela, c'est un scénario qui était monté. Et je crois savoir en réalité qu'on veut faire porter cette affaire par le tribunal militaire. Parce que vous voyez, quand on parle de la gendarmerie pour le tribunal militaire, on se rend compte en réalité que au cours de la route, il y a eu des chefs d'accusation qui ont augmenté et qui ont changé, et qu'en réalité, c'est à quelques mots près que le tribunal militaire voudrait s'accrocher. Je voudrais simplement dire que c'est aberrant pour le Cameroun, et je croyais, et je vous ai dit d'entrée de propos en réalité, que on assiste depuis quelque temps au Cameroun, et vous l'aurez remarqué fort à propos en réalité, que tous les citoyens qui s'intéressent à la crise anglophone, qui prennent position, qui essayent de s'exprimer sur la question, sont menacés, pourchassés parfois dans ce qu'on appelle leur inbox, pour ceux qui fréquentent les réseaux sociaux. C'est le cas des journalistes, et je crois que Mimi Mefo en réalité est cette coupe que le régime essaye de brandir pour menacer davantage cette presse qui ne se laissera malheureusement pas faire, parce qu'en réalité nous sommes une génération consciente. Et je tiens à rappeler en réalité que le Cameroun, qui s'est malheureusement ou alors heureusement, selon qu'on se situe dans le pouvoir ou à la périphérie de ce pouvoir, qui s'est littéralement donc inscrit dans ce qu'on appellerait la société de l'information, devrait malheureusement s'arrimer à tous ses engagements, aussi bien au niveau régional qu'international. Je peux vous citer pêle-mêle la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 19. Je peux vous citer la Déclaration africaine des droits et libertés sur Internet, puisqu'en réalité, Internet fait partie des points sur lesquels on l'accuse. Malheureusement, le code pénal ou le code de justice militaire est assez désuet dans une société de l'information comme le Cameroun, où en réalité les dynamiques sont assez avancées pour que davantage on puisse embastiller les journalistes à la lumière d'un simple code pénal qui en réalité est liberticide et qui a toujours été décrié par l'ensemble des acteurs de la justice au Cameroun, à la lumière du code de la justice militaire en réalité qui est aussi obsolète. Malheureusement, je voudrais inviter comme ça le commissaire du gouvernement et l'ensemble de toutes les personnes qui sont tapis dans l'ombre derrière cette affaire, d'essayer d'aller au-delà du code, d'essayer de se rappeler de tous ces textes qui régissent la profession de journaliste dans le monde, pas au Cameroun, parce qu'en réalité il n'existe pas un journalisme au monde. Mimi Mefo aurait été aux États-Unis ou à la France, qu'on aime bien copier, elle n'aurait pas eu les ennuis que le Cameroun essaye de l'imputer. Mais malheureusement, une fois de plus, ces personnes qui sont à la tête de ces institutions essayent tant bien que mal de salir l'image de ce pays et veulent essayer de le faire endosser par ces journalistes. Il faut le dire en réalité que nous sommes tous patriotes. Il n'y a pas qui aime ce pays plus que les autres. Et je voudrais un peu qu'on arrête de croire que nous sommes dans un état militaire. Nous sommes dans un état malheureusement civil, et dont en réalité le citoyen a droit aussi bien à s'exprimer à son opinion sur les affaires de la cité. Et je crois que Paul Biya, quand il prêtait serment, il y a à peine 2 jours, l'a encore rappelé. Et je crois qu'il est rattrapé justement par ces personnes qu'il a nommées à la tête de ces institutions, qui en réalité utilisent ces institutions pour assouvir leurs besoins, pour assouvir des envies qu'on ne saurait qualifier. Et justement, c'est le citoyen qui paye le prix. Mais il faut simplement rappeler que ces institutions doivent être au service du citoyen, au service du journaliste, et non au service de ceux qui l'incarnent. Ok, Mathieu Nathanaël Ndiok, au lendemain de la prestation de Paul Biya, c'est le premier acte fort du septennat. Merci de me ramener dans la prestation du président. Je croyais que je vais relever ça au cours de l'émission. Je dois vous rappeler que lors de cette prestation de serment, le chef de l'État a demandé à la jeunesse de l'accompagner. Et on voit bien comment il demande qu'on l'accompagne. C'est-à-dire qu'au lendemain, où il lance un appel à la jeunesse, on embastille une jeune journaliste de près de moins de 25 ans pour la jeter dans les geôles, dans des conditions infamantes, simplement parce qu'elle a fait son travail. Et voilà comment le gouvernement demande à la jeunesse de l'accompagner. C'est une honte. C'est la preuve que les gérontocrates qui l'entourent ne veulent pas partir de ce régime et veulent se maintenir par tous les moyens. Surtout
qu'il a dit qu'il a écouté. Il a écouté le message de la jeunesse et qu'il va intégrer la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Et ces gérontocrates qui ne veulent pas partir nous montrent justement qu'ils ont décidé de là où ils vont nous mettre pour qu'eux, ils s'éternisent au pouvoir. C'est une honte. Je suis très meurtri pour cette profession que je fais depuis 30 ans avec passion, de constater que des aînés ont mené des combats pour obtenir un pan d'avancée dans les libertés de la presse dans ce pays, et que notre pays avait amélioré son classement et avait une meilleure visibilité sur les questions de liberté de la presse. Mais nous devons constater que depuis le septennat qui vient de finir, l'entourage, le sérail, les barons qui travaillent avec le président de la République, sinon lui-même, travaille à reconquérir ce pan de liberté que nous avons chèrement acquis. Et c'est honteux, c'est véritablement choquant, et je me demande bien si on peut nous expliquer si ce n'est pas là la preuve que les jeunes ont beaucoup d'envie de quitter ce pays, même quand on trouve des jeunes qui veulent rester, comme le disait Zangao, une jeune dame que le pays a tout donné, qui a décidé de servir au pays. Il faut rappeler que c'est depuis au moins 1 an qu'on la traque, et elle sait, et elle a saisi le syndicat, et on observait, et qu'elle est partie du pays au lendemain des élections. Et si elle voulait s'enfuir, elle se serait enfuie si elle se reprochait quelque chose. Elle est revenue après un séjour hors du pays, c'est qu'elle ne se reprochait rien. Et que ce dossier, comme a dit les avocats, est vide. Et que c'est simplement une cabale contre la presse. Et nous l'avons écouté en haut lieu, là où nous avons tenté d'actionner nos leviers, qu'on veut véritablement nous bâillonner, nous museler. Pourquoi? Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut museler une presse. Dans un pays qui veut devenir émergent, si elle n'a pas une presse crédible, il ne sera jamais émergent. Okay. Donc, moi, je profite pour dire à la famille de Mimi Mefo d'être sereine, de soutenir leur fille. Elle a choisi un métier. Elle aurait pu mourir sur le champ, sur le terrain. Je me souviens que une fois, la voiture de Kinos a été criblée de balles, et elle était dans cette voiture pour aller en reportage dans cette zone dangereuse. Elle n'est pas morte. Dieu n'a pas voulu Dieu a voulu qu'elle soit vivante aujourd'hui. Et si ce n'est que la prison, ce n'est pas le régime n'aura rien réussi. Mais nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour obtenir sa libération, parce que cette condamnation, en fait cet emprisonnement est injuste. Elle n'a rien, elle ne s'appuie sur rien, sur les éléments qu'on a voulu nous faire valoir. On a bien vu que Mimi Mefo est restée professionnelle jusqu'au bout. Et tout simplement, ce qui dérange certaines personnes, c'est que Mimi Mefo est l'une des journalistes qui peut écrire un livre aujourd'hui sur la guerre entre les forces républicaines et les milices séparatistes qui se battent dans les zones anglophones, parce qu'elle est allée, l'Equinos lui ont donné les moyens d'aller sur le terrain, et elle a fait le travail de manière professionnelle, et certainement elle a des contacts. Un journaliste qui arrive dans un endroit, qui arrive dans un village et qui rentre avec 0 contact n'est pas un journaliste. On redoute ces contacts, qui sont des contacts qui sont bien évidemment dans l'armée que dans le civil. Ouais. Et il faut rappeler aux téléspectateurs que je suis choqué de voir le gouvernement pousser le bouchon jusqu'à ce niveau-là, parce que j'aurais attendu qu'on soutienne cette jeune dame, parce que moi j'ai parcouru sa page Facebook qu'on incrimine, et j'ai lu les menaces des sécessionnistes qui promettent de la retrouver là où elle se trouve à Douala, et qu'elle ne croit pas qu'elle est loin, qu'on va lui régler son compte. Et qu'avec ça,
le gouvernement s'acharne. Donc c'est un journaliste qui est pris entre deux feux. C'est la preuve qu'elle fait bien son travail. Ok, merci. Alain Djipo, dites-moi, est-ce que en ce moment-ci, je reviens toujours sur le septennat qui démarre, le Cameroun a besoin de présenter ce visage-là au monde? Nullement, nullement, nullement. Le chef d'État qui vient de prêter serment n'avait pas besoin de cette mauvaise écriture de la nouvelle page de l'histoire du Cameroun qui s'est ouverte il y a quelques jours. Lui qui a longtemps affirmé être celui qui voudrait qu'on retienne du magistère, de son magistère à la tête du pays, celui qui aura apporté la démocratie et la prospérité dans ce pays. Alors, lorsque la liberté de la presse, la liberté d'expression tout court, est aujourd'hui l'objet d'un bâillonnement systématique, lorsqu'il n'est plus possible d'organiser ne serait-ce qu'une marche pacifique dans quelques coins du pays, avec des mains nues, lorsqu'il n'est plus possible pour une journaliste de partager des éléments d'information à sa possession en déclinant naturellement et comme le veulent les canons de ce métier que nous respectons et que nous exerçons, la source, je m'interroge, je me pose beaucoup de questions sur la sincérité de ce régime à vouloir véritablement, et même du chef de l'État, à vouloir véritablement impulser la démocratie qui souhaite véritablement voir rentrer dans la culture de tous les Camerounais. Donc j'ai du mal à comprendre comment, après une telle cérémonie colorée avec un message fort à la nation, qu'on en vienne aujourd'hui à poser un tel acte qui entre totalement en contradiction avec ce que prêche le numéro 1 de ce pays. Donc moi je crois que ce qui se passe donne raison à ceux qui soutiennent une thèse hautement scientifique d'un complot contre le chef de l'État. Monsieur Zangaoul a pris l'illustration, n'est-ce pas, de la CAN, avec tout ce que ça comporte comme chose trappe, comme tacle par derrière, comme si vous voulez des coups bas et des pots de banane qui sont glissés partout pour ne pas permettre l'organisation en toute sérénité d'une compétition qui devrait démontrer une fois de plus que le Cameroun reste un grand pays. Donc, on peut multiplier des exemples comme ça à l'infini. Il y a des tas des affaires, des tas de dossiers qui piétinent parce qu'il y a quelques individus qui ne veulent pas lâcher du lest, qui veulent remettre en question les belles avancées du chef de l'État vers une nation prospère. Donc, je ne voudrais pas dire et dédouaner ici complètement le président de la République, parce que, comme vous le saviez très bien, le poisson pourrit par la tête. Donc, s'il laisse faire, s'il laisse cette situation qui décline crescendo, ça signifie tout simplement que lui-même est complice, n'est-ce pas, de cet état de choses. Donc, entre le discours qu'il décline et la réalité des faits, il y a comme un gouffre. Et donc, pour me résumer, je pense que le chef de l'État et naturellement son sillage n'avait pas besoin d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de ce pays par une atteinte grave à la liberté de la presse. Et cela va même plus loin. Lorsqu'on a fini de poser le problème que cette arrestation arbitraire se passe, on a un droit d'interroger également la loi fondamentale de ce pays pour se rendre compte que effectivement le droit du peuple à l'information est aujourd'hui menacé également. C'est-à-dire que ceux qui attendent à la vie des journalistes, ceux qui empêchent les journalistes de faire le travail, attendent de facto à la loi fondamentale qui garantit le droit du peuple à l'information. Donc, peu importe le bout par lequel on prend cette affaire, je pense que la question est de savoir qui a intérêt à ce que le silence, les journalistes restent silencieux. Qui a intérêt à ce que le journaliste ne fasse plus son travail dans ce pays? Je crois que c'est une attitude, quand on aura trouvé une réponse claire à cette question, on va comprendre pourquoi et pour qui
ceux qui sont dans ce régime, qui estiment qu'ils servent le régime, si effectivement ils sont de bonne foi, s'ils sont en face avec leur patron, qui veut quand même nous donner de la matière pour que demain, on sache qu'il n'aura pas passé plus d'un siècle au pouvoir, aux affaires, sans avoir laissé des traces d'un pays potentiellement économique, potentiellement développé du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue du respect des libertés essentielles, du respect des droits de l'homme et autres. Donc celui qui veut apporter la démocratie dans ce pays ne doit pas être le complice de ceux qui sont antidémocrates. Ok. Sylvestre Hippolyte-Zangao, tout part de ce tweet de Mimi Mefo autour de la disparition du missionnaire américain. Charles Truman, où est-ce qu'on... Il s'agit en fait d'une publication sur sa page Facebook et les confrères l'ont assez répété ici en plateau. Mimi Mefo fait ce qu'on appelle en journalisme une citation de source. Ça veut dire quoi? Mimi, une agence qui est agréée, publie une information. Mimi prend la même information. Mais sur son compte Twitter. Sur sa page Facebook. Oui. Sur sa page Facebook, avec toutes les références, donc sourcées. Et à partir de là, on estime qu'en le faisant, Mimi Mefo n'a pas respecté la déontologie du métier. Je voudrais bien ces enseignants, éminents professeurs parfois, comme ils aiment si bien qu'on les appelle, qui nous ont appris ce métier, que ce soit à l'ESTIC ou dans les autres écoles de journalisme, nous disent donc finalement de quoi est-ce qu'il est question? Où est-ce qu'on est là? Si ce n'est pas purement et simplement des poux qu'on cherche sur les cheveux d'une journaliste qui n'a pas commis un crime contre le Cameroun. Revenons un peu en arrière. Au lendemain de l'élection présidentielle. Le fait qu'elle ait repris cette information-là, on va le dire comme ça, c'est pourquoi il parle de propagation de fausses nouvelles. Propagation de fausses nouvelles. Il parle de propagation de fausses nouvelles. Mais tous les avocats vous démontrent qu'il n'en est rien. Parce qu'il n'en est rien. Serge Alain, avec ta permission, je voudrais apporter un petit complément d'information à ce niveau-là, pour indiquer que cette histoire me sidère un peu. Parce que Mimi Mefo n'a jamais été l'auteur du poste querellé. Oui. Il s'agit bien d'une dépêche. On lui fait le procès d'avoir relayé l'info. Voilà. Alors que les auteurs sont bien là, puisqu'il y a la Cameroun National Agency, oui, qui est une structure agréée par le régime, en place par le gouvernement, en place, qui a relayé et qui assume, n'est-ce pas, ce poste. Elle a indiqué sur sa page Facebook sa source. Quoi de plus normal? Et au-delà, après cette publication, Mimi Mefo est resté serein dans son rôle de journaliste en relayant sur la même page. Oui. La sortie du gouvernement, la version du ministère Betia Samo, oui. Ce qu'on appelle l'équilibre de l'information. Elle a fait. Mais Serge Alain, revenons un peu sur tout ce qui s'est passé dans notre pays ces derniers temps-ci. Au lendemain de l'élection du 7 octobre dernier, certains candidats, au vu des résultats, se disent insatisfaits et crient à la fraude. Ils décident, précisément le parti de Maurice Kamto, le MRC, d'entreprendre des manifestations à travers le pays. Et donc à Douala, ce fut un samedi, des confrères, des journalistes, oui, ce qui est tout à fait normal, couvrir, vont sur le terrain pour faire ce qu'on appelle la couverture de cette manifestation. Pour rendre compte par la suite. On estime que ils n'ont pas le droit de le faire. Mais moi, j'ai donc envie de poser la question. Pourquoi les SIC et toutes ces écoles de journalisme existent au Cameroun? Parce qu'on nous enseigne que le journaliste va sur le terrain pour collecter, traiter et relayer les informations. Pourquoi doit-on interpeller un journaliste qui est sur le terrain en train de faire la collecte de l'information? Parce que il est en train de collecter
les informations d'une manifestation qui n'arrange pas un certain système. Mais attendez, pourquoi est-ce que peut-être le parti peut-être proche du pouvoir va faire une manifestation égale manifestation, hein? Pourquoi est-ce que un parti politique, parce qu'il est proche du pouvoir, va organiser une manifestation, et les journalistes vont la couvrir, ils ne sont pas interpellés. Mais l'autre parti va organiser une manifestation, les journalistes vont la couvrir. Et même lors des conférences de presse, les journalistes ont souvent été interpellés. Leur matériel confisqué, parfois même détruit dans ce pays-ci. Mais on est arrivé à un niveau où c'est terrible. Et Mathieu Nathanaël Ndiok le disait tout à l'heure. On a l'impression qu'on régresse au lieu d'évoluer. Je vous ai cité l'exemple tout à l'heure de ceux qui nous ont précédés. J'ai cité les Séverin Tchonke, les Pius Ndiawe, les Arrêté quoi, ils sont nombreux. Mais nous sommes en 2018 au 21e siècle. Que ce qui s'est passé hier s'accentue aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'il est question, s'accentue aujourd'hui. Ça veut dire que ce pays est en train de marcher sur la tête. Mais ça ne va pas. Il y a des problèmes. Il faut qu'on reste froid sur les canons du métier. On ne va pas inventer, on va pas réinventer le journalisme. Le journalisme évolue avec l'évolution du monde. Mais nulle part, en tout cas à ma connaissance, le journalisme n'est pas encore mis dans un couloir où il doit servir une cause précise. Non. Le journalisme, c'est une cause globale. Le journaliste, d'abord, c'est qui? C'est la voix des sans-voix. Personne ne l'ignore. Le journaliste, c'est la voix des sans-voix. À l'école, on vous dit, c'est le train qui est en retard, qui est l'information. Le train qui arrive à l'heure à la gare, c'est pas une information. Justement. Voilà. Merci Sylvain. Dites-moi, Paul Joël Captuan, ce matin à Radio Equinox, vous faisiez une espèce de un tableau des journalistes dans de sales draps, on va le dire comme ça, dans le nord-ouest, le sud-ouest. Faites-nous l'état des lieux. Écoutez, je crois que l'état des lieux est connu et de plus en plus, je voudrais faire remarquer que les organisations internationales sont en train de s'appesantir sur le cas du Cameroun en matière notamment de violation. On a atteint la cote d'alerte? Oui, je crois qu'on est en train d'atteindre la cote d'alerte parce que ces 2 mois, quand vous faites le décompte, il ne se passe plus une semaine sans qu'un journaliste ne soit interpellé. Ce matin, pendant qu'on pensait à Mimi Mefo, qui a été embastillé, disons-le comme ça, et qui est croyé à la prison centrale de Konengi, Joseph Olinga, de Nouvelle le temps pour moi, Joseph Olinga, à 8h, 9h du matin, était au tribunal à Bafoussam, et on renvoie l'affaire, disant qu'en réalité, pour défaut de témoins et d'absence de plainte. Vous voyez, je voudrais bien comprendre que c'est le ministère public qui se soit saisi de l'affaire. Et je tiens à rappeler que Vivian Tonfak, de la Nouvelle Expression en réalité, est menacé par le sous-préfet de Bafoussam 2e qui demande aux journalistes de ne pas relayer tout ce qui concerne le MRC dans son unité de commandement. Vous voyez, je vous donne un tableau global. Il y a quelques semaines, c'était Mathias Mwende qui avait été arrêté à Douala au cours d'une manifestation du MRC. Avant lui, c'était Josiane Kouague qui a été également arrêté. Mais je vous assure, voilà, avec Prince Foguet, vous avez à Douala, vous avez à Bafoussam, vous avez un peu partout. Alors, dès que vous dressez ce tableau-là, dès que je finis de dresser ce tableau, je voudrais vous faire remarquer en réalité que il existe des conventions où le journaliste, lorsqu'il est identifié, ne doit pas faire l'objet d'une interpellation dans l'exercice de sa fonction sur le théâtre d'un événement. Figurez-vous que quand on le prend du terrain, on l'amène à la brigade, le temps qu'il perd, ça coûte de l'argent à la rédaction qui n'en a d'ailleurs pas. D'abord, le travail, il ne le fait pas. Le policier qui l'interpelle est en train de faire son travail. Et c'est pour cette raison qu'il a son salaire à la fin du mois. Pourtant, lui, il empêche au journaliste de faire le même travail. Et il l'identifie, il le relâche. Entre-temps, qui doit payer cette note? Absolument personne. Ils s'en foutent pas mal de la presse. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais vous faire remarquer en réalité que l'administrateur du compte Twitter du ministère de la Défense a passé sa soirée hier à terroriser les internautes en évoquant une disposition du code pénal, notamment l'article 19 sur l'atteinte à la sûreté de l'État.
Pour ce qui est donc de la capture querellée de Mimi Mefo, il s'agit en réalité d'un événement public, c'est-à-dire que l'affrontement entre les forces de l'ordre et les sécessionnistes s'est déroulé au vu et au su de tout le monde. On saurait donc classer ça dans ce qui est convenu d'appeler le secret défense. Ça, c'est une aberration et une incongruité qui est vraiment camerounaise. Et cela, je voudrais vous faire remarquer en réalité, c'est dû au simple fait que le gouvernement fait exprès de ne pas adopter une loi sur l'accès à l'information au Cameroun qui, en réalité, sous le modèle du Freedom of Information Act, catégorise le type d'information dont vous avez le secret défense, vous avez la vie privée, vous avez le secret médical en réalité, qui ne sont pas des informations comme les anglophones parlent, ils parlent du disclose. En réalité, quand il n'y a pas cela, lui, le commandant de la Légion, le commandant en seconde de la Légion, et le commissaire du gouvernement se basent sur des textes. Jusqu'ici, on essaye de comprendre où est-ce qu'ils ont pris tout cela, comment ils parviennent à parler d'atteinte à la sûreté de l'État. Je voudrais dire en réalité qu'il s'agit d'une situation où on a une justice à plusieurs vitesses en fonction de qu'on est l'enfant d'eux, qu'on travaille dans un organe de presse d'eux. Je tiens à vous rappeler qu'il y a de cela quelque temps, un organe privé à Yaoundé a déclaré la mort d'un chef d'État. Je crois que si on était dans un pays où ces magistrats sont des patriotes, on aurait pu ouvrir une information judiciaire parce qu'en réalité, annoncer la mort d'un chef d'État, d'un média à un autre et dans un autre pays, cela pourrait effectivement conduire à un incident diplomatique et cela relève justement de ce que ces personnes-là appellent l'atteinte à la sûreté de l'État. Alors on a laissé faire et c'est passé. Je tiens également à vous rappeler que le dernier décompte de l'accès sur les réseaux sociaux au Cameroun est sorti aujourd'hui et on sait qu'environ 2 millions de Camerounais fréquentent Facebook, Twitter, WhatsApp, ainsi de suite. Depuis quelque temps, il y a des appels au tribalisme avec des noms bien identifiés et il y a des dispositions de la loi fondamentale qui interdit ces pratiques et qui sont faites au vu et au su de tout le monde. Depuis quelque temps, l'État du Cameroun paye des policiers et des gendarmes qui travaillent sur Facebook et qui traquent des citoyens paisibles. Et en réalité, en oubliant en réalité que il y a de cela au plus fort de la crise anglophone avec les coupures d'internet dans la zone anglophone, le secrétaire général des Nations Unies en charge de la liberté d'expression avait théorisé l'accès à internet comme étant un droit de l'homme. Donc il est question que sur le plan physique, les garants des libertés publiques que sont les sous-préfets, les garants des libertés que sont les juges de l'ordre que sont les sous-préfets, essaient de restreindre les espaces physiques et vont jusque dans les espaces virtuels pour traquer les citoyens. Ça, je vous assure, on est en train d'atteindre une cote d'alerte en matière de violation des libertés publiques, d'accès à l'information, de presse, d'association, d'expression et tout ce que vous pouvez vous imaginer qui rentre dans le paquet des libertés publiques. Quand j'ai fini de faire ce tableau, je voudrais vous faire remarquer que on a atteint un niveau dans notre pays où en réalité on veut faire garder le pouvoir à tout prix et à tous les prix en foulant au pied certains principes et certains engagements de l'État du Cameroun sur le plan international. Et je crois que ceux qui sont en train de salir l'image du pays vont répondre. Il y a également Mimi Mefo qui est à Nouvelle. Il faut savoir en réalité que la situation carcérale au Cameroun n'est pas des plus reluisantes avec tout ce qui court. Donc, il faudra donc mettre ces autorités en garde sur la santé de Mimi Mefo parce qu'on sait à quoi ressemble l'espace carcéral. Et je tiens à dire que cela ne devrait en aucun cas décourager les journalistes ou la presse. On doit rester fort, debout, continuer à exercer en dépit des menaces qui pèsent sur la presse au Cameroun. Voilà, dites-moi, Mathieu Nathan Ndiok, Paul Joël parle, il dit qu'il ne faut pas se décourager. Mais vous qui avez vécu la scène, au même titre que Zangaou hier, est-ce qu'il y a de quoi avoir peur pour les prochains jours, les journalistes? Oui, il y a de quoi avoir peur. Pas simplement parce que ce que j'ai vécu hier. D'abord aussi, le SNJC s'est décidé à mobiliser un collège d'avocats autour de Mimi Mefo. C'est parce que depuis la convocation et l'expérience que nous avions déjà lu entre les lignes que il lui était prédestiné cette issue-là. Oui. On le savait déjà. Je vais vous dire pourquoi. Là, il y a une cabale contre la presse. Il ne faut pas simplement le dire comme ça. Chaque fois, tous les journalistes qui ont été interpellés dans les reportages, alors qu'ils sont en train de faire leur travail, ils ont été gardés plus de 6 heures
de garde à vue. Pendant ces 6 heures, ce que les forces de sécurité et les forces de l'ordre faisaient, c'était de checker leurs données et de voir ton nom, de checker sur le site internet, voir si tu as un papier méchant, voir si ton nom est fiché chez eux. Ils échangent avec les différentes unités et lorsqu'on arrivait à voir que tu n'étais pas de ceux qui ont fait un papier qu'ils ont déjà fiché comme un papier qui ne les est pas favorable, alors avec quelques pressions que nous mettions, on finissait par te libérer. Mais il faut dire qu'on peut se réjouir, mais à la vérité, ce n'est pas toujours parce que nous, au SNJC, on était forts. C'est parce qu'on ne reprochait rien à ces journalistes. Je vais vous donner le dernier cas en date. Josiane Kwasgue, quand elle a été interpellée, elle a un choisible par balle de reporter où il est écrit presse. Elle a un casque de reporter. Elle a fait des reportages en zone de Boko Haram, en zone de conflit du nord-ouest et du sud-ouest. Mais curieusement, ce jour-là, elle ne portait pas ces éléments de reportage. C'était dans la voiture qu'elle avait louée pour la circonstance. On a repéré la voiture, on a fouillé la voiture, on a retrouvé la voiture. Vous savez ce qu'on a dit? On a trouvé dans son sac du bicarbonate. Et les policiers ont laissé courir dans toute la presse et dans tous les réseaux sociaux qu'on a arrêté un journaliste avec la drogue. On a checké dans leurs données. Heureusement qu'on a vu qu'elle n'était pas fichée. Sinon, on aurait changé ce bicarbonate en drogue, qui est la poudre, qui est toujours de la poudre blanche. En réalité, pour lui coller un motif, on ne retrouvait pas de motif. On ne retrouvait pas de motif. Après ça, donc voilà dans quel pays on est. Parce que quand on vous dit qu'il y a cabale, vous croyez que la cabale, c'est une simple affaire. Le cas de Mimi Mefo, depuis 1 an, Peugeot Kamchong a parlé du responsable du webmaster du site du ministère de la Défense, qui depuis 1 an a fait un faux papier. Il a créé un site internet qui s'appelle Cameroun Web. Il a fait un faux papier sur ce site-là, qui n'avait ni de thème ni que, qui visait tout simplement à recenser, ou après un moment vous dites, voici des activistes, dans lequel il y a le nom de quelques journalistes, parmi lesquels Mimi Mefo. Pour vous dire que on avait déjà créé. Si vous lisez le papier, vous ne savez pas comment on fait pour arriver à donner les noms. C'est-à-dire que journalistiquement, vous ne comprenez pas le papier. D'une phrase à une autre, c'est un papier qui n'a pas de sens. Donc, on avait programmé son arrestation. On voulait justement se servir de cette dénonciation pour que le procureur ou le commissaire du gouvernement s'en saisisse. Mais ils avaient trouvé que c'était très léger. Et ce monsieur, qu'il a dit qu'il s'est mis aujourd'hui à citer les articles de cybercriminalité et de cybersécurité, a dit lui-même que dans un de ses posts Facebook, qu'il avait déjà attiré l'attention, il avait averti Mimi Mefo et que... C'est un responsable du ministère de la Défense qui terrorise les journalistes. Donc il nous dit que c'était déjà programmé son arrestation. Et puis il faut ajouter à ta décharge, Mathieu, en réalité qu'il y avait des informations qui circulaient depuis des mois, qu'il y aura des journalistes qui doivent être arrêtés. Cela dit simplement que ça participe. Je crois que les citoyens, dans un état de droit, doivent vivre en toute quiétude. Il est hors de question que les officines à Yaoundé fabriquent des ballons d'essai pour préparer l'opinion à des sales besognes comme ce qu'on est en train d'assister. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. Figurez-vous avec le cas des détenus de l'opération Épervier. Il y a des noms qui sont lancés longtemps à l'avance pour préparer l'opinion. C'est le cas avec des journalistes. Mais malheureusement, cette fois, apparemment, ils ont tapé à la mauvaise porte. Donc, c'est pourquoi je vais vous dire que hier, je finis par là pour dire que hier, vous voyez que sur sa convocation, c'est propagation de fausses nouvelles et cybercriminalité. Mais lorsqu'ils arrivent, il y a une requalification. L'enquêteur lit et veut montrer que, justement, il est qualifié pour entendre. Mais quand il prend la loi, il lit la loi, il lit le code pénal, il voit bien que cette loi-là ne lui donne pas qualité et il se rétracte. Il ne sait plus quoi faire. Mais comme il a reçu les instructions, il garde Mimi Mefo pendant 6 heures à se balader, à abandonner Mimi Mefo et les avocats dans son bureau, à se balader à la Légion,
parce qu'il cherchait des habilités. C'est comme dit, il attendait des instructions. Finalement, voyez-vous, quand il conduit Mimi Mefo devant, quand les avocats demandent de les conduire devant le commissaire du gouvernement, oui, c'était justement pour aller démontrer ce qu'on a démontré, là où l'enquêteur n'avait pas d'éléments. Mais qu'est-ce qu'a fait le commissaire du gouvernement? Il, sans s'appuyer sur rien, une nouvelle charge. Sans s'appuyer sur rien, il n'a pas ajouté une charge en plus. C'est pour ça que je dis il ne faut plus. Aujourd'hui, Mimi Mefo n'est plus poursuivie pour propagation de fausses nouvelles et civile criminalité. Elle est poursuivie pour atteinte à la sécurité. Mais personne, et même pas le commissaire du gouvernement, n'a pas démontré aux avocats où était l'atteinte à la sécurité. Et voilà la cabale où le régime en place est. La plupart du temps, ils arrêtent des personnes, même dans l'opération prévue, on l'a vu, avant de commencer à chercher les preuves. Or, l'expérience du collège d'avocats que nous avions et que nous avons dans cette affaire, qui ne fait que se grossir depuis, qui a enregistré aujourd'hui l'entrée du bâtonnier, a adopté une stratégie, c'était celle d'adopter le silence, qui fait partie de l'article 116 du Code pénal, qui demande au prévenu de choisir son moyen de défense. Elle a choisi le silence. Ça a empêché donc à l'enquête d'avoir des éléments. Parce que ne sachant pas pourquoi on venait à la Légion, si on laissait l'ouverture de vouloir s'expliquer, même les avocats allaient se perdre et allaient donner du grain à moudre à l'accusation. Oui. Donc voilà comment ils sont coincés. Et je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à démontrer l'atteinte à la sécurité d'État. Ils sont en train de chercher. Et on attend. Ils ont dit que la première audience, c'est lundi. Vous allez voir qu'il n'y aura pas d'audience. On va arriver à la situation de Joseph Olinga, où on va vous dire que la plainte n'est pas encore prête et on va nous tourner en rond. Ou alors, on va arriver à... On n'a pas envoyé le bon de sortie. Mais, je vous jure, nous allons nous battre pour que, avant lundi, elle soit libérée. Et il faudrait que les autorités de ce pays sachent qu'ils sont en train de ternir l'image du Cameroun. En avril, déjà, nous étions 126e au classement des droits, de droits des journalistes, des pays qui respectent les droits des journalistes, sur 180. Je suis sûr qu'à ce jour-là, à ce jour-ci, au prochain classement, on risque d'être les derniers. Okay. Parce que, je peux vous dire, nous sommes saisis par les organisations internationales qui nous ont déjà envoyé des fiches pour leur donner suffisamment d'éléments et présenter la situation de la liberté de la presse au Cameroun. Okay. Et nous sommes mal à l'aise de démontrer à la face du monde que les libertés ont, que l'État de droit a véritablement... Moi je dis, elle n'a pas reculé, elle est en train de foutre carrément son camp au Cameroun. Et c'est dommage, ce n'est pas le pays que nous voulons construire. Ok. Alain Djipou, rapidement, sur cette requalification des faits, propagation de fausses nouvelles, cybercriminalité, on tombe subitement devant atteinte à la sûreté de l'État. C'était quoi le projet, comme on dit? C'est un projet surréaliste. C'est-à-dire, de fil en aiguille, on parle de propagation de fausses nouvelles. Pourquoi c'était léger au départ? Non, en fait, on n'a même pas pu démontrer qu'effectivement, les deux premiers griefs ont été commis. C'est ça. C'est ça le drame dans l'affaire. Et même le troisième grief que le commissaire du gouvernement a trouvé à... Simplement pour l'argument de la mère sous mandat de dépôt. D'être compétent pour connaître, n'est-ce pas, de cette affaire. Oui, et la mère sous mandat de dépôt. Parce que dire qu'il y a atteinte à la sécurité de l'État, ça signifie tout simplement que, en fait, c'est le tribunal militaire qui devrait s'en charger. Or, elle n'est pas du corps de l'armée. On a intercepté une communication avec l'ennemi ou avec jusqu'à preuve du contraire. Elle n'a pas créé un secret. On ne voit pas très bien sur son compte Facebook en quoi les deux postes querellés aujourd'hui portent atteinte à la sécurité de l'État. Okay. J'attends une démonstration du commissaire du gouvernement à propos. Ok, merci. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Un seul titre à la une de votre journal, c'est bien cela? L'affaire Mimi Mefo, à la une du journal de 20h ce soir. Dossier spécial consacré à cette rédactrice en chef adjointe et présentatrice vedette sur Equinox Télévision, écrouée, menotte au point la prison centrale de Douala, où elle passe sa deuxième nuit. Dans quelles circonstances a-t-elle été convoquée à la Légion de gendarmerie?
ensuite transféré au tribunal militaire auprès du commissaire du gouvernement qui a décidé de l'accuser d'atteinte à la sécurité de l'État. Comment en est-on arrivé là? La réaction du SNJC, les appels à sa libération immédiate qui se multiplient à travers le monde, nous en parlerons dans un instant. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel du 20h de Cédric Noufélé. Ne quittez surtout pas. Dans un instant, le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Bonsoir une fois de plus, le débrief, toujours avec Mathieu Nathanaël Ndiok, Sylvestre Hippolyte Zangaou, Paul-Joël Kamchon et Alain Dipouge. Alain Dipouge, justement, est-ce que vous comprenez tous ces hommages-là qui fusent de partout pour Mimi Mefo? Je crois qu'il n'y a pas un témoignage éloquent du professionnalisme de Mimi Mefo que toute la corporation entière lui rend en ce jour triste, j'allais dire funeste, parce qu'il s'agit, au-delà de la privation de liberté dont elle est victime, il s'agit d'une attaque en coupe réglée contre toute une profession. Donc je pense que tous les témoignages, tous les hommages qui ont été relayés tout au long du journal de 20h30, de 20h sur Equinox Télévision, traduisent effectivement la qualité irréprochable, n'est-ce pas, de cette journaliste au talent nombreux, au talent intéressant, qui n'a fait que son travail. Lequel travail consiste à collecter l'information, à la traiter et à la mettre à la disposition du public. Alors, qui a intérêt véritablement à ce que le journaliste ne s'exprime plus en toute liberté dans ce pays? La question me taraude toujours l'esprit jusqu'à présent et je pense qu'elle devrait également être une préoccupation pour tout le Sérail. Le Sérail devrait se saisir rapidement, n'est-ce pas, de cette affaire, parce qu'on n'a pas besoin des actes de cette nature qui déteignent sur le sérieux d'un régime comme celui de Yaoundé. On n'a pas besoin de multiplier des bourdes comme celle-ci pour donner raison à ceux qui passent tout leur temps à afficher le Cameroun dans des mauvais classements. Le secrétaire général du SNJC le rappelait encore que le Cameroun venait d'être très mal classé parmi les pays qui ne respectent pas les droits des journalistes. Alors avec ça, vous voulez que le Cameroun soit vu comment par le reste de la planète? Donc, il est temps qu'on lâche du lest du côté de ceux qui pensent que museler la presse serait apporter un climat de sérénité au régime. Je ne pense pas que le régime doit se départir, doit se défaire des médias dans une entreprise de construction d'un pays qui se recherche, qui cherche ses repères, qui cherche ses modèles, qui est à la croisée des chemins. Donc je ne pense pas que ignorer aujourd'hui l'importance des médias dans un tel contexte où on est dans une phase de construction de la vie serait quelque chose qui grandirait tout un régime. Donc pour moi, je lance un cri de cœur à monsieur le responsable de ce régime, afin que s'il a l'écoute, n'est-ce pas, de ce programme, qu'il demande à la République, qu'il demande à son entourage de libérer au plus tôt Mimi Mefo, qu'il n'a pas besoin d'être retenu à la prison de Nouvelle, parce qu'on l'a vu avec Maître Alice Krom, elle offre toutes les garanties. Elle peut, si tant est que il y a quelque chose qu'on lui reproche, effectivement. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de la justice. Nous voulons que la justice soit équitable, qu'elle fasse son travail. Mais s'il n'y a rien qu'on lui reproche, pourquoi l'enfermer? Pourquoi il faut la garder nécessairement à la prison de Nouvelle, où on sait, on l'a dit sur ce plateau, que c'est un univers malsain, on sait que c'est un univers déshumanisant. En plus, ce n'est que
pour l'instant, on n'a même pas le début de commencement d'une preuve qu'elle a fauté. Donc je pense qu'effectivement, il y a toute une machination qui est orchestrée pour justement empêcher le journaliste d'exercer son métier. Et cela est intolérable. Ok. Mathieu Nathalie Ndiok, vous qui étiez là-bas hier, je ne cesse de le rappeler, pourquoi à un moment on n'a pas permis à Mimi Mefo de comparaître libre? On n'a pas permis... Sylvestre parlait des garanties, on sait où elle habite. Non, on n'a pas permis... Pourquoi cette thèse-là n'a pas prospéré? Non, cette thèse n'a pas prospéré tout simplement parce que son arrestation était programmée et que en face on voyait bien que comme c'est de coutume, je le disais ici dans l'entrée d'émission, très souvent, que ce soit dans le cas de l'opération Pévier, que ce soit dans l'embastillement des journalistes, on vous arrête d'abord avant de chercher les preuves. Et on espérait donc que c'est elle qui va apporter, qui va donner les éléments pour la condamner. Mais l'adoption du silence que lui avaient conseillé les avocats ont permis d'embarrasser les enquêteurs et même, le parquet militaire qui a dû aller chercher comme ça là, sans pouvoir. Et puis je dois vous dire que lorsque nous sommes arrivés là-bas, les avocats ont demandé la plainte. Parce que quand vous voulez entendre un suspect, vous commencez par lui lire la plainte. Il n'y avait pas de plainte. C'est autant d'éléments de l'article 106 qui font à ce que cette pour le cas est frappée de nullité. Oui. Donc, il n'y avait pas de plainte. L'enquêteur a simplement dit que c'est sur instruction du commissaire du gouvernement. Mais le commissaire du gouvernement ne donne pas des instructions au téléphone. On est là en matière de justice. Et ce sont eux qui disent que l'administration est écrite. Donc, vraiment, je dois vous dire que nous trouvons, il faut simplement savoir que quand la liberté de la presse disparaît, quand on empêche la presse de faire son travail, ce sont les droits fondamentaux humains que l'homme attaque. Et donc nous, en tant que journalistes, nous sommes fiers de soutenir Mimi Mefo, parce que soutenir un journaliste victime d'intimidation et de violence, c'est soutenir la liberté de la presse. Ok. Monsieur Captain, vous avez comme l'impression que vous sentez cette frilosité-là de la part des pouvoirs publics? Les journalistes font de plus en plus peur. Les journalistes, c'est la presse privée, ça s'entend. Oui, bon, je vous disais tantôt qu'avec la montée des réseaux sociaux, il va sans dire que la flopée des informations, je crois qu'il y a des études qui... On ne contrôle plus les journalistes de ce secteur-là? Oui, entre autres, je vous faisais remarquer, il y a un rapport qui faisait remarquer en réalité qu'il y a 95 000 données qui sont produites dans le monde par seconde. Vous vous rendez compte ça donne de la matière. Mais en réalité, je voudrais m'arrêter sur le cas de Mimi Mefo pour penser à ces jeunes, à ces familles qui sont dans la spirale de la justice et qui voient leurs droits violés. Parce qu'en réalité, nous parlons de Mimi Mefo aujourd'hui parce que c'est une personnalité publique. Mais imaginez-vous les nombreux citoyens qui n'ont pas la chance comme Mimi Mefo de passer à la télé, qui n'ont pas la chance comme Mimi Mefo d'être défendus par une corporation et qui sont embastillés par les juges. Et je crois savoir que l'ensemble des rapports sur la situation de la justice au Cameroun est quand même catastrophique. Une justice gangrénée par la corruption, par des violations flagrantes des droits des justiciers, ainsi de suite. Donc il faudrait qu'on s'arrête un temps soit peu sur le cas de Mimi Mefo pour penser à l'ensemble de la société camerounaise qui en réalité croupit sur les violations des bourreaux et de cette justice. Et comme je vous disais tantôt, en réalité, c'est pas tant le journaliste qui fait peur, mais en réalité, c'est que ceux qui sont en face ont peur d'une société plus dynamique, d'une société plus transparente et qui évolue. Parce qu'en réalité, on veut continuer à gouverner avec la loi de l'or méta sous la main. Mais ça ne peut plus se passer ainsi parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on se targue de certaines victoires sur la scène internationale, mais il faut quand même le dire en réalité que ces victoires-là ne dépendent pas des gens qui tiennent l'administration, mais ça dépend justement de cette façon avec laquelle le monde est en train d'évoluer et s'impose à notre pays, parce que le Cameroun, comme vous le savez, en réalité, je l'ai dit et je vais continuer à le dire, fait partie de la société de l'information qui voudrait que les journalistes soient des acteurs de premier plan. Et qui dit des acteurs de premier plan dit en réalité que l'État, au regard de la qualité du travail et des dangers que le journaliste encourt, devait ménager justement des voies pour protéger ces journalistes. Et on assiste à tout cela simplement parce qu'en réalité,
réalité, l'État qui est l'État ou plus prosaïquement le gouvernement qui est censé produire de l'information et mettre à la disposition du public sans plus accuser des gens de propagation de fausses nouvelles, ne fait pas ce travail qui en réalité devait ménager des conditions et des mécanismes pour permettre la transparence. C'est-à-dire que le poste que Mimi Mefo a partagé, si on était dans un État où il y avait tout un système d'information normal, on devait être dans un système plutôt qui anticipe sur un événement, c'est-à-dire qu'on ne devait pas attendre que quelqu'un relaie ou que des citoyens se plaignent pour qu'on voit le ministre de la Communication à la télé en train de donner toute une grande conférence de presse pour expliquer, mais qu'on devait en réalité avoir une approche plutôt offensive et non défensive, comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun. Lorsque vous prenez les différentes captures, vous parcourez le mur de Mimi Mefo. En réalité, l'activisme ne devait pas être un péché, ça ne devait pas être un mal en soi. C'est reconnu dans toutes les sociétés. C'est toujours au Cameroun que les problèmes de liberté se posent. Voyez-vous, quand les partis politiques menacent de marcher, on donne l'impression, on prépare l'opinion en leur faisant croire en réalité que le marché est antidémocratique. Pourtant, en réalité, l'opinion devrait comprendre que c'est interdit aux gens de marcher qui est antidémocratique. Oui. Dès que quelqu'un n'est pas du RDPC et qui s'apprête à marcher, on lui prête des idées, des intentions de vouloir marcher pour casser, et on crée, avec ce système creux que les administrations ont de parler de l'ordre public, en réalité, personne ne peut vous expliquer dans les fondamentaux ce qu'on appelle ordre public. On donne toujours des intentions, mais il faut remarquer en réalité que il est plus facile à un sous-préfet d'interdire une marche que d'autoriser par exemple un deuil qui doit fermer tout un axe à grande circulation à Douala. Et c'est aberrant franchement dans un État dit démocratique. Il faudrait peut-être que le Cameroun pense au type de démocratie qu'il veut pour ses citoyens et pour ses institutions. Sylvain Hippolyte Zangao, acteur de premier plan, le journaliste, il dérange de plus en plus? C'est normal que le journaliste dérange, puisqu'il a la liberté de temps ce que lui confère son métier, mais cette liberté qui rencontre des limites. Et au Cameroun, on voit bien que les journalistes, la plupart des journalistes sont restés toujours dans ce siège-là. Ça veut dire quoi? Avoir cette liberté de temps, mais ne pas franchir la ligne rouge. Ouais. Jusqu'ici, il ne me semble pas que, en ce qui concerne le cas de notre collègue consoeur Mimi Mefo, cette ligne ait été franchie. Il s'agit là d'une journaliste qui fait son métier depuis des années, qui a toujours démontré qu'elle faisait pour participer au développement de ce pays, parce que c'est aussi ce à quoi sert le journalisme, participer au développement d'un pays. Alors, est-ce qu'on doit construire un pays en encourageant simplement ce qui n'est pas bien fait? Parce que c'est en fait ça le problème ici au Cameroun. Quand vous dénoncez une situation qui n'a pas lieu d'être, on vous stigmatise, on dit, on vous fiche, du coup vous devenez l'ennemi à bas, l'ennemi numéro 1, vous devenez l'ennemi de la nation. Mais lorsque, souvenez-vous, Paul Jouet l'a dit tout à l'heure, mais c'est juste pour dire que, il tentait de dire tout à l'heure que lorsque vous n'êtes pas, par exemple, vous êtes de la presse, de la presse privée, tout ce que vous pouvez faire va forcément être pris dans le mauvais sens. Mais je dis, même au niveau des médias publics, on se souvient bien qu'on a des confrères là-bas qui, parce qu'ils ont dû décrire la situation, le mauvais état d'une route, qu'on a dû les mettre sous le coup d'une sanction avec des affectations en fait qui sont des affectations disciplinaires, tout simplement parce qu'ils ont fait leur métier de journaliste. Et même de l'autocensure. Voilà, de l'autocensure, tout simplement parce qu'ils ont fait leur métier de journaliste en présentant l'état réel d'une route qui n'était pas en bon état. On a estimé qu'ils étaient antipatriotes, ils avaient organisé une cabale contre le gouvernement. Mais non, quand vous dénoncez, c'est là où les choses avancent. Souvenez-vous, lorsque au mois de juin ou juillet, lorsque les pluies commençaient véritablement à se faire présentes dans la ville de Douala, comme c'est le cas toujours aujourd'hui, l'axe qui va du lieu d'Iraï, Niala, jusqu'à Niala Château, c'était impossible de circuler à ces niveaux. On a vu des camions se renverser de ce côté-là, mais c'est parce que les médias se sont mobilisés, la presse s'est mobilisée, les caméras y ont effectué plusieurs descentes, on a filmé, on a présenté aux yeux du monde entier, on a montré. Il a quand même fallu qu'à un moment donné, des gens se mobilisent pour aller, ne serait-ce que prendre une solution provisoire de ce côté. Mais c'est ce à quoi, c'est le rôle de la presse partout dans le monde entier. C'est le rôle de la presse. C'est le rôle de la presse. Il faudrait qu'on comprenne ça. Dans notre pays, malheureusement, on est encore en arrière. Quand un journaliste dénonce certains faits, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le pays de la République. Il faut bien que les téléspectateurs le comprennent. Parce qu'à ces téléspectateurs, à ceux parfois peut-être qui n'ont pas les rouages de ce métier, et là je voudrais
je voudrais atterrir sur ce que je lis sur la toile depuis un moment donné. Les gens qui font le procès de la presse, alors qu'ils ne savent pas toujours de quoi... C'est une aberration. De quoi il est question, Serge Alain. Non, le journaliste est là pour faire avancer les choses. Le journaliste, il faut que les téléspectateurs le sachent. Le journaliste n'est pas celui-là qui dit que c'est bien alors que ce n'est pas bien. Il n'est pas là pour dire qu'elle est pleine pas. Dans les médias privés, est-ce que quand le Cameroun gagne une Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que vous entendez dans un média privé qu'on a dit que le Cameroun n'a pas gagné? Est-ce que vous entendez dire que le Cameroun a volé cette Coupe d'Afrique des Nations? Mais non. Mais quand le Cameroun a fait un mauvais match, c'est normal qu'on dise que le Cameroun a fait un mauvais match. Ouais. Lorsque, par exemple, un ministre fait une action forte qui est saluée, toute la presse, unanimement, relaie cette action-là. Mais lorsque ce n'est pas bien, pourquoi on va empêcher la presse de dire que ce n'est pas bien? Mais c'est ça qui fait évoluer la société, c'est ça qui fait avancer. Parce que le ministre, par exemple, lui, il est assis à Yaoundé, confortablement. Il n'est peut-être pas au fin fond de la ville de Bafoussam pour savoir que une route pour laquelle il a signé un ordre de réhabilitation depuis peut-être 5 ans n'a pas encore été réhabilité. Mais il faut bien qu'une caméra aille là-bas pour le montrer. Maintenant, lorsque vous l'avez fait, celui qui avait la charge de réhabiliter cette route, vous devenez son ennemi, vous n'êtes plus patriote, vous présentez une mauvaise image du Cameroun au monde entier, et tout. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé ce métier. Partout ça se fait. Partout dans le monde entier ça se fait. Vous pensez que Donald Trump, elle a mis forcément des médias aux États-Unis d'Amérique? Mais non, pas. On connaît la position de Donald Trump vis-à-vis des médias. Certains médias, hein. Est-ce qu'il laisse pas la possibilité de travailler? Je tiens juste à ajouter que CNN, qui était reconnu comme le média le plus crédible, Crédible. il y a à peine 1 heure que Donald Trump a taxé les journalistes de mauvaises personnes à CNN. Je parle de CNN qui est un média américain. Voilà. Bon, voilà, on va sortir de cette émission. Hein. Qu'est-ce que vous entrevoyez par rapport à la suite des événements pour Mimimefo et surtout Olinga? Qu'est-ce qu'on reproche à Joseph Olinga? À ce que je sache, on parle d'outrage à autorité administrative et de tentative de rébellion. Oui. Bon, maintenant Alors il faut... alors qu'il n'existe pas de plainte. Bon, c'est en fait ça la Ça s'appuie sur quoi? Il n'y a pas de plainte. Aujourd'hui, Joseph Olinga a été renvoyé. On a renvoyé l'affaire parce qu'il n'y avait pas de plainte. Effectivement, c'est ce qui est ressorti, n'est-ce pas, de l'audience qui a eu lieu ce jour. À Bafoussam, il faut le préciser. Où on a indiqué qu'effectivement l'affaire a été renvoyée au 13 décembre et que dans le fond, il n'y avait pas de plainte, il n'y avait pas de témoin. Donc, alors, les griefs se reposent sur quoi? Qui a retenu ces griefs? On ne sait pas très bien. Donc, bref, le monde de la justice est un univers de plus en plus kafkaïen dans le contexte camerounais. Donc, j'espère, vous avez posé... Mais la justice a fait son travail en avouant qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de plainte. Bon, pourquoi donc on n'éteigne pas tout simplement cette affaire? Pourquoi on renvoie? Pourquoi on en est même d'ailleurs arrivé à ce niveau? Pourquoi les bandeurs se croient obligés de porter des voix de fait sur un journaliste? Si vous aviez vu l'image affreuse de M. Joseph Olinga, je crois que vous n'auriez plus le courage de venir sur ce plateau. Et Dieu merci, vous êtes un roc. On l'a roué de coups, il a été molesté, sauvagement tabassé. Il a eu traîné sur une lèvre une dizaine de mètres. Un œil poché. Et donc, toutes ces voix de fait, qui va payer la note? C'est toujours ça, protéger le journaliste dans l'exercice libre de sa fonction? Je ne pense pas que le Cameroun a intérêt à donner l'impression qu'on est dans un pays policier, dans un état policier. On a tout intérêt à ce que les règles élémentaires, le respect de l'autre, le respect de la liberté soient appliqués. Qui va payer cette note? Aujourd'hui, Olinga a tous les problèmes à se mouvoir. Il n'est pas complètement rétabli du point de vue physique à cause des nombreux traumatismes qu'il a subis. Et pour tout dire, on nous fait croire qu'il n'y avait pas de plainte, il n'y avait pas de témoin. Alors pourquoi il a fait autant de jours en Bastille? Il a passé tout un week-end. Oui, 3 jours enfermé. Pourquoi?
Donc vraiment, il faut qu'on arrête un peu avec cette façon de faire qui n'arrange pas, qui n'honore pas notre pays. Le Cameroun a besoin d'évoluer sereinement vers un univers de paix, vers un univers où il fait bon vivre pour tout le monde, pour les journalistes singulièrement, parce que c'est eux qui sont la boussole qui indique, n'est-ce pas, justement, la température démocratique dans un pays. Si nous sommes muselés, il faudrait bien que la société s'en émeuve. Ok. Parce que ce que nous faisons, c'est un travail de service public. Même si nous sommes dans le privé, nous faisons un travail de service public. Nous contribuons à l'information du peuple. Et c'est un droit protégé par la Constitution de ce pays. Donc ceux qui attentent à nos vies s'attaquent à la Constitution. Okay. Il faut que ce soit clair. Voilà, Paul Joachim, on a comme, c'est pas une impression, mais ce sont les faits. C'est depuis quelque temps, avant le lancement de la campagne présidentielle, jusqu'à ce moment-ci, les journalistes sont, on va le dire comme ça, dans le viseur. Non, ne donnons pas l'impression qu'avant la campagne présidentielle ou alors non, mais la pas comme ces derniers temps. Oui, je dis justement, parce qu'il y a quand même des faits là. Oui, justement, c'est pour ça que je vous disais tantôt que je fais un tableau en plusieurs figures, en réalité, pour vous faire remarquer que depuis cette présidentielle, on a une récurrence d'interpellations, d'embastillements, on va même dire d'enlèvements des journalistes et des citoyens et des violations des libertés publiques, ça il faut le dire. C'est l'occasion en réalité pour inviter toutes ces autorités à se mettre à l'école. Il faut rentrer à l'école, il faut justement comprendre que le monde évolue et qu'on ne devrait plus rester cantonné sur les impressions qu'on a d'une situation. Parce que quand vous prenez les faits par exemple qui sont qualifiés, on parle de propagation de fausses nouvelles, mais en réalité personne de ces magistrats ou personne de ces personnes, personne de toute cette machine-là ne peut vous dire en réalité comment se fait un métier de journaliste, parce qu'il ne reste que dans le code pénal, il ne reste que dans le code de justice militaire en réalité qui sont presque dépassés au regard de toute la dynamique qui entoure nos différentes nations et de l'évolution de la manipulation de l'information. Il faut qu'ils essayent de voir et de comprendre en réalité qu'il y a des enjeux plus importants que rester cantonné sur un document d'ailleurs qui a pratiquement été adopté avec forceps, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y a un document qui est remis en cause à la fois par les acteurs, que ce soit les avocats, que ce soit les justiciers et j'en passe. C'est simplement pour dire en réalité que à ce moment précis, le citoyen ou le journaliste ne devrait plus faire l'objet d'une violation. Je veux dire, interpeller un journaliste qui est facilement identifiable sur le terrain au cours de l'exercice de ses fonctions ne devrait plus se faire au cours d'une interpellation où il fallait au poste perdre 4 heures pour enfin lui demander une simple carte d'identité avant de s'assurer qu'il est journaliste et le laisser passer, alors que pendant que vous faites votre travail, lui ne fait pas le sien. Et entre-temps, c'est l'organe de presse qui en pâtit. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de problèmes que les plus importants ne sont pas ce à quoi on est en train d'assister présentement au Cameroun, parce que ça n'honore pas notre pays et ça donne en réalité l'envie de changer les institutions du Cameroun, parce qu'en réalité elles ne sont pas mauvaises, mais ce sont les personnes qui les dirigent qui donnent l'impression que nos institutions sont mauvaises. Ok, Paul Nathanaël, dites-moi comment vous entrevoyez dans la suite. Vous semblez optimiste? Non, pas optimiste. Au regard de notre consoeur Mimi Mefo. Non, pour Mimi Mefo, nous sommes optimistes. Comme pour le cas de Joseph Oningap et pour tous les autres cas, nous sommes optimistes. Parce que nous savons que les charges retenues contre eux ne peuvent pas prospérer. Et je dois vous dire que pour le cas d'Olinga, aujourd'hui, la pression a changé de camp. Et que si aujourd'hui on vous dit qu'il n'y a plus de plainte, c'est parce que justement nous on attendait que la plainte, le procès démarre pour que nous déposions aussi notre plainte et comme ça qu'on fasse une jonction de procédure. On identifie les gendarmes qui l'ont molesté, parce que il faut quand même dire que nous sommes là nous sommes là au lendemain de la journée internationale contre l'impunité, où vous savez le discours, aujourd'hui la communauté internationale, le Conseil de sécurité est saisi pour prendre des actes forts afin que de manière obligatoire les États doivent cesser de laisser impunis les journalistes qui sont violentés. Et nous voulons exploiter ça pour le cas de Lunga au Cameroun, parce que cette célébration passe souvent inaperçue et il faudrait que les autorités camerounaises, et surtout dans
un pays qui se veut un pays qui respecte les droits, aujourd'hui, les policiers et gendarmes et militaires sont formés aux droits de l'homme et savent, même comme vous arrivez à un commissariat, que même pour arracher la vérité à un suspect, on ne le torture plus. Okay. Donc, on ne peut pas, même si Olinga s'était rendu coupable de rébellion, de tout ce qu'on dit, et rien ne justifiait qu'il soit roué de coups comme si on était en train d'abattre un animal. Okay. Et je dis que pour cela, on ne peut pas. Mais je voudrais revenir sur le cas de Mimi Mefo pour dire on arrive au terme que justement pour le cas de Mimi Mefo, déjà, ce gouvernement, vous là, on a tous dit, a besoin d'utiliser la presse lorsqu'il faut faire sa promotion. Lorsqu'on dit qu'il faut accompagner le gouvernement à réussir la CAN, lorsqu'on dit qu'il faut accompagner le gouvernement à ses projets structurants, même quand dans ces plans d'urgence, même lorsque les délais promis ne tiennent pas, on nous demande de dire que c'est des plans, c'est des projets qui vont apporter, je ne sais pas, de l'émergence au Cameroun. Mais simplement, après nous avoir utilisé, ces mêmes personnes nous jettent comme la dernière pochette, leur pochette qui après usage. Okay. Donc nous avons dit au SNJC, et nous interpellons, et je prends à témoin tous les journalistes, que nous avons lancé un boycott de 10 jours à partir d'aujourd'hui, qu'aucun média, aucun journaliste ne devrait plus couvrir les cérémonies du gouvernement, les activités du gouvernement pendant 10 jours. Et nous aviserons, et après ces 10 jours, si la situation ne change pas, nous allons monter à une autre étape. Okay. Et à cet effet, nous avons instruit tous les bureaux régionaux de se réunir lundi. Nous allons leur donner le mot d'ordre suivant pour voir ce qu'il va faire si Mimi Mefo n'est pas libéré et si le gouvernement n'améliore pas ses rapports avec la presse. Okay. Nous refusons que nous ayons des rapports tendus et la presse ne fait rien pour. C'est en face qu'on fait tout pour véritablement nous bâillonner. Ok, merci. Sylvestre Hippolyte Zango, quelques secondes. Oui, en quelques secondes pour Mimi, je vais dire que je suis un peu plus optimiste. Mimi va nous retrouver très prochainement, ici même, et sera avec beaucoup de plaisir qu'on la regardera nous émerveiller davantage de son professionnalisme. Mais accordez-moi juste encore quelques secondes, juste pour rappeler à ceux qui nous regardent qu'on ne vous fasse pas croire que les journalistes camerounais sont ennemis de ce pays. Non, il n'y a pas plus patriote que les journalistes de ce Cameroun, de ce pays, que les journalistes dans ce pays. Il n'y a pas plus rigoureux que les journalistes eux-mêmes. Parce qu'il faut rappeler que nous nous auto-censurons. D'abord, le SNJC régulièrement a dénoncer les dérives d'un journaliste ou d'un média. Quand ça ne va pas, nous sommes les premiers à reconnaître que ça ne va pas et on se remet en question. Il y a des brebis galeuses, il faut le reconnaître, mais aussi comprenez du côté de Yaoundé, chères autorités, que la presse a besoin d'encadrement et l'encadrement, ce sont les moyens. Et de liberté. Et de liberté surtout. Vous ne pouvez pas tenir la presse sur une liesse, la liesse de la famille. Comment comprendre qu'un sous-préfet puisse rouler dans un véhicule d'une 60aine de millions de francs CFA et que l'aide publique à la presse n'atteigne même pas le nombre de véhicules des sous-préfets d'un seul département. Okay. C'est un problème. Merci, cher monsieur d'être venu. Merci, et peut-être pour rappeler que demain, on a répertorié toutes les violences avec nos partenaires Affectivis à Dakar, AFEX au Ghana. Nous allons publier une déclaration demain pour que le gouvernement camerounais se regarde enfin dans son propre miroir. Ok, merci cher monsieur d'être venu. C'est ici que Plan Fin et Equinox Soir, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à la prison centrale de Newbel.